Et là, pour cette conférence, comme nous sommes à quelques jours d'une échéance, pour nous, Français, parce que c'est un peu nombrilique quand même comme histoire, mais pour nous, Français, nous sommes à quelques jours d'une échéance que vous connaissez tous, je suppose, parce qu'on nous en rabat les oreilles sans arrêt. Alors avant de commencer, c'est donc le sujet choisi, les élections présidentielles, un sujet d'actualité, au regard de cette astrologie que je pratique et voir un peu si on peut en déduire un certain nombre de choses. Alors avant de commencer, je voudrais poser deux questions, vous poser deux questions. C'est juste pour voir, je connais certaines personnes évidemment, je voudrais savoir celles qui font de l'astrologie et celles qui ne... Enfin, celles qui font de l'astrologie, pour savoir, voilà, pour savoir le... D'accord. Ok. Pour savoir quel langage je vais utiliser. Hein. J'ai suivi, comme ça. J'en ai pas Parce fait, que si j'avais l'intention, mais je le ferai quand même, de vous parler un peu du thème de la Ve République, hein, que j'ai apporté. J'ai fait des photocopies, donc je vous distribuerai. Et puis le thème des deux candidats, en principe, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, il peut y avoir un troisième, hein. Il peut y avoir un troisième larron qui, comme disaient les 11 Itrones, surgit du diable Vauvert. Hein. Vous vous rappelez les 11 Mais Itrones, lequel hein. troisième? Peut-être 4. J'en sais rien. Alors, ça c'était la première question, c'est pour savoir un peu le langage que je vais utiliser, pour pas trop rentrer dans des détails techniques, pour ceux qui n'y connaissent rien, mais en même temps, toucher quand même à certains aspects de l'astrologie. Deuxième question, qui va voter dimanche? Bon, quasiment tout le monde. C'est bien. Mais vous savez pour qui vous allez voter? Ah bah voilà. Hein? On attendait que tu nous donnes des infos. Les directives. Ah, vous savez, hein. Vous ne faites pas partie des 30% fluctuants qui... Hein. Bon, alors, au dernier sondage, ils étaient à 27-27, les deux premiers au premier tour. Marine, on va l'appeler Marine, elle avait 14, je crois, 14%. Mélenchon qui suit derrière, hein, il est à 13, enfin ils sont... Et puis les autres, enfin, Bayrou, hein, il a autour de 10%. Et les autres, ils sont autour de 1%, 0,5%, tout ça. Mais ils ne sont pas inintéressants, hein, si vous suivez. Ils sont tous passionnants. Ce que je vais essayer de montrer ce soir à travers l'astrologie qui est la mienne, enfin qui est la mienne, c'est pas que la mienne. Vous savez, il y a différentes écoles d'astrologie. Hein, il faut bien se situer. Et donc moi j'appartiens, entre guillemets, parce que je n'aime pas les étiquettes, je suis un uranien, pour ceux qui connaissent l'astrologie, un Verseau. Et les Verseaux n'aiment pas être dans des étiquettes. Mais par la force des choses, on aime, pour se situer, pour être connu dans ce qu'on fait, on est amené quand même à se définir. Donc je pratique l'astrologie de Dan Rudyard, qui est mon maître en astrologie, avec lequel j'ai travaillé il y a de nombreuses années. Il avait 85 ans à l'époque où je l'ai connu, il est mort, il avait 90 ans et c'était donc en 95. Voilà, donc je pratique aussi l'astrologie de Germaine Hollet et de Charles Vouga, pour situer, pour ceux qui connaissent l'astrologie. Ça, c'est l'astrologie dans laquelle je baigne. Et ce qui ne veut pas dire que je suis fermé aux autres astrologies. D'ailleurs, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, il y a maintenant, je vais fêter, je vais fêter mes 40 ans d'astrologie cette année, puisque j'ai commencé en 72. Et à l'époque, ces auteurs dont je vous parle n'étaient absolument pas connus, et il n'y avait qu'une forme d'astrologie, entre autres, mais enfin, une forme qui était l'astrologie traditionnelle, que j'ai étudiée de manière très approfondie, notamment avec une personne qui s'appelle Jacques Bertrand. Ça, c'est toujours pour situer. Hein, voilà. Donc, je précise que l'astrologie de Rudyard
qu'on appelle aussi astrologie humaniste, que j'ai appelé également astrologie transpersonnelle, parce que Rudyard, à un moment donné de ses recherches et des livres qu'il a écrits, à un moment donné, il a expliqué que l'astrologie humaniste qu'il avait élaborée était en résonance. Rudyard vivait aux États-Unis, hein, c'est un Français, mais il vivait aux États-Unis, était en résonance avec ce qu'on a appelé à cette époque-là aux États-Unis la psychologie humaniste. Et comme l'astrologie, cette astrologie est très liée à la connaissance de soi, au développement personnel, ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel, à l'époque on l'appelait autrement, mais à la quête spirituelle également, Rudyard s'était dit que du fait qu'il y avait ce mouvement aux États-Unis à cette époque, l'humanisme, psychologie humaniste, eh bien, cette astrologie était en résonance, il l'a appelée astrologie humaniste. Par la suite, les pionniers de la psychologie humaniste, continuant leurs recherches dans le domaine des états modifiés de conscience, de la supraconscience, du développement de l'individu dans la connaissance de lui-même, ces pionniers ont créé ou développé l'astrologie humaniste qui est devenue l'astrologie transpersonnelle. Donc un des principaux auteurs et chercheurs, entre autres, était Abraham Maslow. Et cette astrologie est intéressante de ce point de vue-là. Comment devenir le meilleur de soi-même, un des titres d'Abraham Maslow, vers une psychologie de l'être, et non pas du non-être, enfin, ou du paraître. Hein? Donc, ça situe un peu cette astrologie et cette psychologie. Vous connaissez sans doute aussi des personnes comme Carl Rogers, par exemple, qu'on a situé dans ce mouvement. Roberto Assagioli, qui était considéré aussi comme un pionnier du transpersonnel, le fondateur de la psychosynthèse, un disciple de Freud aussi, contemporain de Jung, mais qui a pris une direction différente. Plus, disons, c'est un médecin aussi, donc un scientifique également, tout comme Jung. Mais autant Jung est resté très scientifique dans sa manière d'aborder les choses, si on peut dire comme ça, encore que il a bien décollé par rapport aux autres scientifiques, hein, on peut dire que Assagioli, lui, est carrément allé dans l'occultisme, l'ésotérisme, les choses comme ça, la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité. Ceci dit, parce qu'il avait été élevé dans un milieu, déjà, parce que ses parents, notamment sa mère, était une femme qui était intéressée à la théosophie et aux choses comme ça. Donc, on retrouve des dynamiques de cet ordre-là dans cette approche. Donc voilà, c'est pour situer cette astrologie. Donc le but de cette astrologie, ce n'est pas de prédire des événements, de dire il va arriver telle ou telle chose. Donc n'attendez pas que je vous dise qui va être l'heureux élu. on peut en déduire un certain nombre de choses, mais le but c'est de savoir à qui nous avons affaire, de quoi avons-nous besoin, de quoi l'humanité a besoin à ce stade de l'évolution de l'humanité. Et là, je reprends aussi d'autres auteurs qui sont, disons, derrière tout ce que je peux vous dire, notamment Sri Aurobindo, que vous connaissez aussi peut-être, qui est un grand philosophe indien et un maître spirituel indien, et qui a écrit un certain nombre de livres. C'est un des, je dirais presque des rares, peut-être en dehors de Gandhi, avoir abordé l'aspect politique de la spiritualité. Peu d'auteurs qui sont intéressés à la spiritualité abordent cet aspect-là en disant ouais, la politique c'est pas de la spiritualité, donc il faut la mettre de côté et s'intéresser au moi essentiel, au moi profond, ce qui est vrai, hein. Mais nous n'en sommes pas moins des citoyens et nous vivons dans une société quand même avec ces interactions et tous ces phénomènes, et donc il faut voir qui est dans cette dynamique, qui est
capable de nous représenter dans ce que nous voulons développer à ce moment-là. Donc, pour comprendre nos élections ici en France, bien que les différents protagonistes que nous écoutons, en tout cas que moi j'écoute les débats, tout ça, non pas pour me faire une opinion, parce que mon opinion est déjà faite, mais parce que d'abord ça me passionne, on est au spectacle, au cinéma, tout ça, enfin c'est sympa. Et puis ensuite parce que c'est intéressant, sociologiquement parlant, politologiquement parlant, ce qui est ma formation de base, j'ai fait Sciences Po, donc c'est ma formation de base, je suis toujours intéressé à ce qui se passe dans ce domaine-là. Contrairement donc à ce que les protagonistes nous disent, on n'entend pas parler de la place de la France dans le monde. On n'entend que la France franchouillarde, franco-française. On attend de savoir comment on va se situer par rapport à l'Europe. On nous demande d'ouvrir la porte. Merci. Je vais vous donner un tampon, comme ça vous pourrez, si vous sortez, vous pourrez revenir. Comme dans les dancing, vous revenez sur le bras. Plus haut. Prenez place. Donc, j'étais en train de dire que ce que nous sommes en train de vivre en tant que Français ne concernait que la France, alors que la France est un des éléments du monde entier, de ce qui se passe dans le monde. Et à aucun moment, je disais, je n'ai entendu parler vraiment de l'Europe. Vers quelle Europe allons-nous? Est-ce qu'une Europe est nécessaire? S'il y en a un qui en parle, un souverainiste, c'est Dupont-Aignan, comme ils disent, Aignan. Hein, il en parle, mais en tant que souverainiste. Mélenchon en parle aussi à sa manière. Mais bon, d'après Schreier-Robindo, justement, les États se développent progressivement pour constituer de plus grandes entités. Hein, il explique ça dans le cycle humain, notamment. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, la France, par exemple, était une royauté, on va partir uniquement de la royauté, qui aux yeux de Schreier-Robindo était une étape nécessaire dans le développement de la conscience, mais qui à partir du moment où elle avait permis à l'État, enfin à la France de se constituer, ne présentait plus, au regard du sens de l'évolution, les nécessités, les atouts nécessaires pour passer à l'autre étape dont je vais parler, et d'où la Révolution française, d'où différentes manifestations qui se sont passées entre-temps. Et il disait que, Schreier-Robindo, que l'étape suivante, ça prend des siècles pour nous. Nous, dans une vie humaine, on n'a pas le temps de voir tout ça. Hein, mais l'étape suivante, c'est une entité beaucoup plus grande qui est l'Europe. Mais est-ce que c'est cette Europe-là que nous voulons, ou qui est demandée, qui est nécessaire? Ça, on peut se poser la question, on a quand même le libre arbitre. Et bien plus tard, peut-être dans d'autres vies, nous le verrons, on parle d'un gouvernement mondial, bien que certains parlent déjà de ce gouvernement mondial, mais d'une manière plus obscure. Alors, voilà, ça c'est mon introduction. Sciences Po, c'est ce qu'on faisait, introduction. Donc c'est mon introduction, ma présentation, ça va, c'est clair, vous voyez où je veux me situer. Donc, il est évident que pour comprendre notre élection ici en France, mais toutes les élections qui peuvent y avoir dans d'autres pays, dans les temps à venir, comme par exemple à la fin de l'année aux États-Unis. Hein, il s'agit de comprendre en quoi ces différentes manifestations politiques, sociopolitiques, participent ou pas du processus de l'évolution de la conscience au niveau global, au niveau de l'humanité.
Alors, je voudrais, bon, ceux qui m'ont déjà entendu parler sur le sujet m'ont déjà entendu aborder ce point-là, mais je suis obligé de me resituer du plus grand pour aller vers le plus petit. La première chose que je voudrais juste rappeler, pour comprendre ce qui se passe en ce moment, et voir si les prétendants à la présidence ou à d'autres fonctions du même ordre, ici ou ailleurs, répondent à cette demande de l'évolution de l'humanité. La première chose à laquelle je me réfère, et c'est ça d'ailleurs qui m'a amené à l'astrologie, de la science politique à l'astrologie, au départ, il y a 40 ans, entre autres choses, c'était le fait que nous sommes en train de changer d'ère. Nous passons d'une ère de 2160 ans à une autre ère de 2160 ans, et nous sommes dans la phase de transition entre deux ères, c'est-à-dire que nous terminons ce que nous appelons l'ère des poissons, vous avez dû entendre parler de ça, hein, je suppose, et nous sommes en train d'entrer dans l'ère du Verseau, qui est en train de se développer. Alors, pour beaucoup de personnes, l'ère du Verseau, dans laquelle nous allons entrer, d'après Rudyard, qui a fait ses calculs en fonction de l'histoire de l'humanité, des grands moments de l'humanité, je vous renvoie à ce livre, bien sûr, je ne vais pas développer ça, mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence plus élaborée où je pourrais reprendre toutes les phases de ce cycle de 2000 ans, 2160 ans exactement. Pour Rudyard, dans ce livre qui s'appelle « L'histoire au rythme du cosmos », parmi d'autres livres sur lesquels il a écrit, mais celui-là est spécifiquement lié à cet aspect-là, nous rentrerions dans l'ère du Verseau en 2062. C'est le calcul qu'il a fait. Pour certains auteurs, nous y sommes déjà. Pour d'autres chercheurs, nous avons encore du temps devant nous. Surtout les chercheurs qui sont branchés sur l'astrologie hindoue et qui parlent du Kali Yuga, enfin qui seraient encore à se développer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous étant à la fin d'une ère cosmique, il est nécessaire de changer de niveau de conscience. Simplement ça, comme nous, en tant qu'individus, comme nous avons des cycles dans nos thèmes, enfin dans notre vie, que nous pouvons analyser avec notre thème. Quand nous sommes à la fin d'un cycle de 30 ans, par exemple, je prends par exemple le cycle de la lunaison progressée, hein, qui est un des outils fondamentaux, comme vous voulez, de notre travail d'astrologue, eh bien on sait que quand on est à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, et progressivement, quelque chose d'autre est en train d'émerger. On ne sait pas quoi, bien qu'on sache les significations du Verseau. On sait que le Verseau est une ère de... Enfin, un signe, avant d'être une ère de fraternité, de camaraderie. C'est une ère ésotérique où tout d'un coup, tous les gens qui ont écrit sur la question, beaucoup de gens en tout cas, tout d'un coup on passerait de l'ère des poissons, qui est le bordel ambiant, vous me pardonnerez l'expression, pour aller vers quelque chose de tout à fait faramineux, tout à fait... Personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Oui, on peut aller vers quelque chose de meilleur, mais ça dépend de ce qu'on en fait. C'est pas comme ça, tout d'un coup, ça va nous tomber sur le coin de la figure parce que simplement on le désire. En tout cas, ça ne cadre pas avec ma démarche, quoi, quelque part. Donc, la chose que je sais, c'est que dans cette ère dans laquelle nous sommes entre deux eaux, nous sommes en train de terminer quelque chose d'autre qui commence. D'après Rudyard, un cycle de 2160 ans à une phase de transition de 216 ans, donc de 10% en fait. Tout cycle a une phase de transition de 10%. Donc sur 2160 ans, ça fait 216 ans. Donc si on enlève 2062 moins 216, ça nous amène, pour moi, je vais extrapoler, ça nous amène pour moi à la Révolution française et à la découverte d'Uranus, bien que, évidemment, ça devrait
amener un peu moins loin que la Révolution française. Hein, parce que dans les études que j'ai faites en sciences politiques, ce qu'on nous apprend, en histoire, en sciences politiques, on nous apprend, on commence à étudier l'histoire à la Révolution française, au siècle des Lumières, la Révolution française, et les trois mots-clés de la Révolution française, vous vous rappelez, puisque c'est au fronton de nos bâtiments républicains, comme on dit, liberté, égalité, fraternité. Et ces trois mots sont trois mots du Verseau, sont trois archétypes du signe du Verseau. Donc la Révolution française, quelque part, je ne vais pas faire du Mélenchon, hein, mais quelque part était porteuse, malgré tout ce qui a pu se passer, en bien comme en mal, était porteuse d'une certaine dynamique, donc liberté, égalité, fraternité. Est-ce que la liberté, l'égalité, la fraternité existent? Tu veux? Oui, je voulais juste te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est lié justement cette liberté, égalité, fraternité à la découverte d'Uranus? Je pense que oui. Je pense, Uranus étant le maître du Verseau, je pense qu'effectivement, Uranus, comme son nom l'indique, enfin c'est pas son nom, mais comme l'énergie l'indique, il y a une rupture, une cassure, l'ancien régime, la Révolution, le nouveau régime. Mais comme on est encore dans l'ère du Poisson, il y a eu la Restauration, il y a eu des tas de processus. Mais oui, pour moi, personnellement, en tant que Verseau d'ailleurs, que je suis, et en tant qu'uranien, hein, puisque j'ai une dominante uranienne, je vibre à ces mots-là. Hein, ça me parle. Quand j'étais au lycée, qu'on me parlait de ces mots-là, quand on parlait de la Révolution française, c'est vrai, bon, vous me direz, c'est notre éducation républicaine, puisque j'ai été élevé là-dedans. Hein, on nous a élevés dans l'amour de la République. Hein, mais l'amour de la République de Jules Ferry. Alors vous me disiez, je remonte à la nuit des temps, finalement. Mais des gens qui étaient marqués par le désir de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Mais est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui? Prenez les différents candidats, est-ce qu'ils sont dans cette dynamique-là? C'est comme ça qu'on pourrait voir. Je ne fais pas de dessin, je vous laisse faire votre opinion par vous-même. Hein, liberté, égalité, fraternité. Des fois, je me dis aussi, d'accord pour la fraternité, d'accord pour la liberté, je me pose des questions sur l'égalité. Mais certains disent, est-ce que l'égalité, c'est que tout le monde doit voter, même n'ayant pas le niveau de conscience nécessaire pour comprendre? Quand on regarde les gens, quand ils parlent à la télé en ce moment, vous savez pour qui vous allez voter? Les gens ne votent pas pour des idées, pour des idéaux. Certains, oui, bien sûr, ceux qui savent pour qui ils vont voter. Mais ils votent pour ah ben il me plaît, il a une belle tête. Ou bien, oh, il est combatif. Oh ben, oh, puis l'autre, avec son pédalo, c'est un mou. Vous regardez la télé, je suppose, hein, vous voyez. Bon, pourquoi pas, hein, mais on vote sur des émotions, et peut-être pas sur des idées, mais est-ce que les idées sont porteuses? On peut émettre des tas d'idées et ne rien incarner. Hein, bon. Donc, la première chose, sans rentrer dans les détails de l'ère du Verseau, on est à la fin d'un cycle. Ça est la chose à retenir. Quelque chose de nouveau demande à émerger. Quelque chose de nouveau qui ne soit pas lié à ce que nous vivons en ce moment sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des finances et tout ça, enfin tout ce que... Est-ce qu'on nous parle de quelque chose de nouveau? Un changement de paradigme. Qui en parle? Il y en a qui en parlent. Mais sont-ils crédibles, hein? Je ne sais pas. Mais ça c'est important. Mais ça c'est une chose. Je termine avec cette ère du Verseau parce que je pourrais en parler pendant des heures et c'est parfois sujet à caution, hein. Il y a des astrologues qui ne veulent pas en entendre parler. Et moi je vous dis, c'est mes deux maîtres avec qui j'ai travaillé, Germaine Hollet et Dan Rudyard, étaient très
très spécifiques sur cette question. Pour eux, effectivement, on passait de... Donc, il y a une chose qu'on peut voir aussi dans ce passage, c'est que nous sommes arrivés à une ère de l'ère du poisson, qui est une ère de matérialisme la plus effrénée, la plus exacerbée. C'est-à-dire que toute notion de sens, de travail intérieur, de connaissance de soi a disparu. Nous sommes uniquement des consommateurs, des numéros à la sécurité sociale. Nous n'existons pas, bon, évidemment, je caricature, hein, mais on pourrait écrire des livres pour nuancer tout ça. Mais d'une manière générale, nous sommes, et ça c'est ce que j'ai appris en économie, parce que à Sciences Po on fait de l'économie aussi, hein, et d'ailleurs un de mes profs en économie était Raymond Barre, vous me direz, c'est pas... Bah, j'ai eu aussi, oui. Bah tu vois, hein. Ouais. Pas longtemps parce qu'il est parti à l'Union Européenne après. Voilà, ben, moi je l'ai eu comme prof, on avait son bouquin, c'est l'économie de Raymond Barre, mais c'était un libéral. Donc on nous a enseigné dans l'économie que nous étions des agents économiques. Tout se raisonne en PIB, hein, produit intérieur brut, PIB. Hein, tout se raisonne. C'est-à-dire que le bien-être des gens, la connaissance de ce que nous sommes profondément, on ne nous en parle pas. Quand on va à l'école, on nous programme à être des agents économiques. On ne nous programme pas à mieux aimer, à mieux nous rencontrer, à mieux coopérer, à mieux partager. Ça, on ne nous l'apprend pas. On ne pas le contraire. On nous apprend. Nous méfier de Passer- Quand tu dois passer des concours administratifs, Ah ben, tu dois écraser l'autre au maximum. J'en ai passé des concours administratifs. J'ai passé le concours de l'ENA, l'École nationale d'administration, le MUST, quand on a fait Sciences Po. Et le jour où je suis arrivé dans cette salle pour passer ce concours, je me suis demandé ce que je foutais là. Hein, parce que je me suis dit, bon, où ça me mène? C'est pas ça que je cherche dans ma vie. Alors tu l'as passé ou pas? Je l'ai passé. Je suis arrivé 88e sur 60 qui ont été pris. Pas mal, hein? Mais je soupçonne mon subconscient, parce que j'aurais dû l'avoir normalement. On fait un auto-sabotage. D'avoir fait un auto-sabotage, parce que déjà, j'étais pas en phase avec tout ça. Alors ça, c'est pour te dire que je voyais bien comment ça cravachait quand on fait... C'est dommage, parce que tu pourrais te présenter aux élections cette année si tu l'avais fait. Oui, mais j'aurais On aurait voté pour pas toi. étudié Ouais. tout ce que j'ai étudié, recherché tout ce qui m'amène à être ce que je suis maintenant. Parce que j'aurais été formaté dans un certain cadre dans lequel j'aurais été mal à l'aise, à l'étroit, etc. Ouais, mais je me rappelle quand j'ai fait ce qu'on appelle l'après-PENA, hein, la préparation à l'École nationale d'administration, à la rue Saint-Guillaume, c'était du non-stop au niveau du bachotage, au niveau du cravachage, enfin d'apprendre tout ça. Il fallait, il y avait on préparait ce qu'on appelle le grand oral. C'était grand oral de culture générale. Il paraît que maintenant, Sciences Po, ils veulent enlever ça. Pour moi, c'est presque une aberration, parce que la culture générale, c'est ce qui, malgré tout, nous ouvre à la connaissance du monde. Hein? Mais justement, comme ils veulent fabriquer des fonctionnaires sans âme et sans loi, et ben, on enlève tout ce qui peut amener à vraiment penser. Ah, il en est mort, hein, celui qui a proposé. Oui, il en est mort, oui. On ne sait pas comment, d'ailleurs. Mais il a une drôle d'histoire. Mais enfin, quoi qu'il en soit. C'était peut-être pas le destin, justement. Ouais, il y a des choses qui nous échappent, qu'on ignore en tout cas. Quoi qu'il en soit, vous voyez mon raisonnement, comment il se situe. Quand je regarde ces candidats, je me dis, est-ce qu'ils vont nous amener vers l'ère du Verseau? Lequel va nous amener vers l'ère du Verseau? Quand j'avais suivi les élections américaines, celles où Obama avait été élu, je me suis dit, peut-être ce type-là, il ne pense pas à tout ça, mais s'il est élu, et il a été élu, c'est un grand jour pour l'humanité. Pourquoi? Parce que pour la première fois de l'histoire des USA, mais de l'humanité, parce qu'on ne peut pas se dissocier de ça,
un homme de couleur, on va dire, c'est un mot qui est, était élu. Ça veut dire que quelque part, la conscience de l'humanité avait évolué. Et que pour accepter ça, vous vous rendez compte du chemin qu'il a fallu faire dans nos têtes, dans la tête enfin des Américains surtout, hein, parce que quand on pense à Martin Luther King, quand on pense à... Hein, pour moi, c'est ça aussi la fraternité. Hein, c'est-à-dire que nous sommes tous frères, comme disait Gandhi, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre manière d'où on vient, quelles que soient nos origines sociales, socioculturelles, etc., qu'il ne s'agit pas de renier pour autant. Hein. Nous sommes français, bon, nous sommes français. Comme je dis toujours, j'ai beaucoup voyagé. Même si je voulais dire que je ne suis pas français, tout de suite, quand je parle anglais, on dirait vous êtes français. Il n'y a pas besoin de... Mais ce que je veux dire par là, est-ce que cette dimension de connaissance de soi, de travail intérieur, nous est proposée? Est-ce qu'eux-mêmes ont fait un travail? Quand on nous dit qu'on ne peut pas lire Madame de Lafayette, vous savez, hein, la princesse de Clèves, hein, eh bien, je dis, tiens, c'est bizarre qu'on dise ça, quoi, quelque part. Mais est-ce que ce cheminement est proposé? Je regarde, hein, je vous laisse faire. Ça, je termine pour l'ère du Verseau, c'est un des aspects importants du travail qui est en train de se faire. Un deuxième aspect important que je voudrais pas développer, mais suggérer, parce que ça demanderait là aussi tout un processus. Un deuxième aspect important qui se joue en ce moment, parmi d'autres, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, là je suis dans ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, la mondiale comme on dit, hein, la mondiale, on appelle ça la mondiale. Eh bien, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais essayer de comprendre ce qui se passe au regard des grands cycles de l'humanité qui nous indiquent ce que nous sommes appelés, ce qui nous est demandé. On n'est pas obligé. Hein, quand on dit « il faut hein, », vous vous rappelez, maintenant on ne dit plus « il faut hein, ». Mais 68, il était dit il est interdit d'interdire. Non, mais il nous est demandé de développer une nouvelle conscience, ça d'accord. On peut le faire ou on peut ne pas le faire. Nous avons un certain libre arbitre, bien que nous soyons conditionnés à être des agents économiques, parce que ceux qui sont vraiment dans le moule, ils ne se posent pas la question. Hein, ils ne se posent pas la question de changer, sauf quand il leur arrive un certain nombre de trucs dans la vie, et qu'ils se demandent pourquoi, à ce moment-là, en tout cas l'astrologue, ou le thérapeute, ou le tarologue, enfin, sont là, dans cet esprit-là, pour leur montrer que ce qui leur arrive, c'est pas par hasard et que ça a une signification. On le sait bien, même si on se révolte, hein, même nous, hein, mais qu'on doit passer à un autre niveau de conscience. Donc, je suis comme tout le monde, hein, quand il m'arrive des trucs difficiles, j'angoisse et je panique, bien que je sache au fond de moi que ça m'amène vers quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, là encore, le deuxième cycle dont je veux parler pour bien comprendre ce qui se passe, dans le cadre de ce que nous avons dit, c'est un cycle entre deux planètes. Parmi d'autres, hein, je pourrais intégrer, parce que vous savez, en astrologie mondiale, on ne regarde pas un cycle comme ça sans regarder les autres. Tous les cycles s'emboîtent et s'imbriquent les uns dans les autres, comme les rouages d'une montre. Et puis après, il faut arriver à synthétiser, à décoder ça. Mais on peut prendre un cycle et puis le regarder en tant que tel. Et ce cycle dont je veux parler, c'est le cycle entre deux planètes très lentes. On appelle des planètes transpersonnelles parce qu'elles sont au-delà de Saturne, qu'on appelle les limites du personnel. Donc elles sont trans-saturniennes, transpersonnelles. C'est un terme qui pourrait être défini également. Ce sont des planètes du collectif parce qu'elles sont très lentes, donc elles marquent des générations entières. Ce sont des planètes de l'invisible aussi, si on veut voir les différentes manifestations de ces énergies. Hein, les planètes, encore une fois, n'y sont pour rien. Hein. C'est comme les aiguilles d'une montre. Elles nous indiquent que l'heure de faire telle et telle chose est arrivée. Hein, c'est pas parce que Uranus
est en train de passer à tel endroit du bélier, etc., qu'on va nous obliger à faire ceci ou cela. Il nous indique que l'heure est venue de faire un certain travail. Donc, ce cycle entre ces deux planètes, Uranus, donc, qui fait le tour en 84 ans, et Pluton, qui fait le tour en 245 ans, ces deux planètes se retrouvent tous les 140 ans à peu près, au même endroit. Enfin, au même endroit, à des endroits différents au fil des siècles. Mais, je veux dire, en conjonction, ce qu'on appelle en conjonction, c'est-à-dire au même degré du zodiaque, vu de la Terre, évidemment, puisqu'on voit les choses en système géocentrique, on est sur la Terre. Donc, ces deux planètes, quand deux planètes, de toute façon, quelles qu'elles soient, sont en conjonction, elles démarrent un nouveau cycle. 143 ans exactement, je crois. Elles démarrent un nouveau cycle qui va durer 143 ans. Et dans ce cycle, elles vont, entre elles, faire des aspects, les unes, l'une par rapport à l'autre. C'est toujours la planète la plus rapide, en l'occurrence Uranus, qui va faire des aspects à Pluton, qui lui avance tout doucement. La conjonction a eu lieu dans les années 60. Ce qu'on appelait les 60s, dans les années 60. Et nous arrivons à l'heure actuelle à un aspect de 90 degrés, on appelle un carré montant, parce que la planète, dans le cycle de 143 ans, arrive devant 90 degrés, devant la planète la plus lente. Uranus fait carré à Pluton. Pour ceux qui ne font pas d'astrologie, vous pouvez m'arrêter pour me dire si c'est pas trop clair. Hein. Mais simplement, juste ce qui en découle de ça. Un carré est un aspect de tension. Quand on a un carré dans un thème, on sait qu'il y a une tension dans notre thème qui peut être vécue de différentes manières, qui peut même donner lieu à des complexes psychologiques dans le thème natal. Hein. Quand on a en transit des carrés dans notre thème natal, des planètes qui font des carrés à des planètes du thème natal ou sous d'autres formes, on est dans une phase de tension, dans une phase de remise en cause. Ça, c'est la manière négative de voir les choses. C'est-à-dire, nous sommes effectivement, pour reprendre ce que je viens de dire, dans une période de remise en cause, de test, de tension. Et là, on allume la télé, on allume la radio, bon, là encore, on voit très bien à quoi ça peut correspondre. Mais un carré, parce que dans cette astrologie, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Dans l'astrologie traditionnelle, un carré est un aspect difficile. Enfin, difficile, c'est encore un mot qui est encore trop gentil. Autrefois, on disait qu'un carré, c'était un aspect maléfique. Et que les bons aspects, trigones, sextiles, tout ça, enfin, pour ceux qui connaissent l'astrologie, c'est des aspects bénéfiques. Dans l'astrologie dont je parle, bien sûr, il y a des aspects qui sont plus faciles que d'autres, qui sont des acquis, comme on dit. Un trigone, un sextile, des acquis. Dans le thème natal, on peut dire, si on a des trigones, des sextiles, si vous êtes intéressé, on dit ça des acquis des vies antérieures. Et il y a des aspects difficiles qui, effectivement, indiquent au départ de notre vie des tensions, des difficultés, des malaises, des dysfonctionnements. Donc les psychologues, les thérapeutes, tout ça pourrait développer, à partir de l'astrologie, des approches qui permettraient de comprendre les problématiques des gens. Bon, certains thérapeutes, évidemment, utilisent l'astrologie. Je travaille avec quelques thérapeutes qui me demandent mon avis, parce que ça facilite les choses, quoi. Bon, mais le propos, c'est de dire que un carré est aussi, et ça c'est la manière positive de voir les choses, un aspect de mutation, un aspect d'émergence, un aspect de transformation. Berton disait que le carré est une marche d'escalier. C'est-à-dire que quand on a un carré dans notre thème, d'accord, on est remis en cause. Et ça peut être douloureux et difficile dans certains cas. Mais le but, puisque tout a un sens, le but de cette difficulté,
c'est de nous faire lâcher prise à des choses qui nous empêchent de monter l'escalier, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sans définir plus loin les planètes, vu le temps réduit que j'ai, juste donner un portrait de ce qui se passe. Quand Pluton et Uranus ont été en conjonction, c'était le début du cycle. C'est-à-dire que tout ce qui a été proposé, c'est comme une nouvelle lune, si vous voulez, tout ce qui a été proposé au début du cycle, au regard de l'ancien cycle, au début de cycle, il y a toujours quelque chose de nouveau qui demande à émerger. Il y a toujours des nouvelles valeurs, des nouvelles réponses par rapport aux difficultés qui sont nées de l'ancien cycle. C'est valable pour l'ère du Verseau ou l'ère du Poisson, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est valable pour Uranus-Pluton. Uranus-Pluton, on en est sûr, on sait exactement quand est-ce que ça s'est passé, donc on sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Personnellement, je pense que la plupart d'entre nous là, avons vécu cette période-là. C'était la période des 60s. Certains auteurs mettent l'accent sur des aspects plus politiques, comme un astrologue que j'aime bien, qui est un ami, qui s'appelle Yves Lenoble. Lui, il relie tout ça, ces cycles dont je parle, à ce qui s'est passé, effectivement, politiquement parlant, socialement parlant, etc. Je suis d'accord avec lui, bien sûr, mais ce que j'essaye de voir, c'est quelles réponses ont été proposées dans ces années 60 à ce qui était le système à ce moment-là. On parlait de 68 tout à l'heure. Personnellement, j'ai vécu cette période-là et ce qui m'a interpellé, c'est la contre-culture américaine. Je crois que... Ah bon. Juste... Donc, personnellement, moi je suis intéressé au développement de la conscience à travers la culture, à travers les mouvements plus vastes que la simple politique en tant que telle. Mais vous vous rappelez, les hippies, Flower People, la contre-culture américaine qui ne se résume pas à ces Flower People. Parce que dans le même temps, dans toute cette période des années, notamment de 68, mais des années 60, il y a eu, aux États-Unis, le combat contre la guerre au Vietnam. Martin Luther King, pour l'égalité des Noirs. Il y a eu donc la guerre du Vietnam, mais dans les années 68, il y a eu le printemps de Prague. Hein, dans le printemps de Prague, avec Dubček, hein, qui était un besoin formidable de liberté, d'égalité, de fraternité, dans un pays qui était complètement enfermé dans une dictature. On dirait qu'aux États-Unis, c'est guère mieux, hein. Ils sont dans une autre forme de dictature, qui est plus une dictature économique, quelque part. Mais, donc, il y a cet aspect-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé surtout? Ce que moi j'ai pu remarquer dans mes recherches en sociologie, et un de mes maîtres en sociologie s'appelle Edgar Morin. Vous en avez entendu parler, vous savez, celui qui a écrit avec Stéphane Hessel, les trucs sur les indignés et tout ça. Hein, quelqu'un d'assez merveilleux quelque part. Hein, il a 90 ans je crois maintenant, Stéphane Hessel en a 93. C'est... Hein, il parle de la nécessaire métamorphose. Ce sont des gens de cet âge qui nous parlent de le dernier livre d'Edgar Morin, ça s'appelle Le Changement. La Voix. Ou La Voix, ouais, La Voix. Hein, où il développe justement ce que je suis en train de dire d'une manière plus concrète, avec comment on fait dans l'éducation, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut transformer dans l'éducation pour faire des êtres
poétiques, comme il dit, et non pas simplement des êtres prosaïques, parce que lui, il fait la différence entre le fait que nous sommes des êtres, il fait la différence entre la prose et la poésie. Et nous avons oublié, dans le monde dans lequel nous sommes, la poésie. Sauf quand on regarde des peintures comme ça, qui nous rappellent que ça fait partie de nous-mêmes, et qu'il est nécessaire de se connecter à cette dimension-là de nous-mêmes pour retrouver notre véritable essence, notre véritable manière d'être. Donc, je pense, vous voyez ce que je veux dire, hein, donc Edgar Morin, il se trouvait aux États-Unis au moment de tout ce foisonnement. Et il a étudié ça en tant que sociologue en même temps qu'en tant qu'être humain. Si vous lisez un livre d'Edgar Morin qui s'appelle « Journal de Californie », vous verrez que déjà, c'est un chercheur, un scientifique quelque part, mais aussi un poète, un écrivain. Donc il cherchait à entrevoir ce que ça pouvait être. Donc le travail qui s'est fait dans cette période-là, qu'est-ce qui s'est développé? La paix dans le monde, l'écologie. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à se développer. Le retour à une certaine liberté, à un niveau premier, liberté d'essence, liberté de tout ce qui avait été brimé jusque-là, de tout ce qui avait été enfermé. Vous vous rappelez que quand on était au lycée, on était obligé de mettre ce qu'on appelait dans ma contrée, dans ma région, en Franche-Comté, on appelle ça une roupane. Une roupane, c'était la blouse grise qu'on était obligé de porter, avoir les cheveux courts, les filles n'avaient pas le droit de venir en jean, enfin, ou des choses comme ça. Même pas de pantalon, du tout. Pas de pantalon, hein. Pas de pantalon. Pas de maquillage. Pas de maquillage, pas de mini-jupe, surtout pas. Mais bon, ça c'est... Quand le balancier est allé trop loin dans un sens, forcément, il va de l'autre côté encore plus loin, ce qui ne veut pas dire que pour autant c'est mieux. Mais ce dont je veux parler, plus que cette liberté-là, c'est la liberté spirituelle. Ces mouvements aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde, en Europe, ce qu'on appelait donc le mouvement hippie, mais qui a une plus grande dynamique que ça, qui prend sa source dans la culture des beatniks, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, et auparavant encore des grands écrivains comme Henry Miller, comme si on veut voir l'histoire de la peinture, de la littérature, de la poésie, on retrouve ce chemin-là. Mais le besoin de paix, ce fameux mot « faites l'amour, pas la guerre », on en rigolait, enfin, moi j'en rigolais pas, puisque j'étais dedans, mais les gens autour de nous rigolaient de ces gens qui étaient des uluberlus, des hippies, quoi, qu'on appelle aujourd'hui des babacools, hein, ou même les bobos, vous savez, sont une sorte de choses comme ça. Mais toute dynamique, vous voyez un peu, mais surtout, moi, ce que je retiens de cette période-là, c'est que tout ce qu'on est en train d'étudier ici, l'astrologie, tout ce qui touche à la spiritualité, les tarots, tout ce qui touche au bouddhisme zen, il y avait un grand penseur qui s'appelait Alan Watts, hein, que vous connaissez peut-être, Alan Watts. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'en parle plus de nos jours. Il y avait Ivan Illich, bon, il n'était pas hippie, lui, mais enfin bon. Mais c'était toute cette période-là. Il y avait Libres Enfants de Summerhill, il y avait l'antipsychiatrie. C'était tout dans cette période-là, un besoin d'ouverture, un besoin d'ouvrir les portes, et un besoin d'aller vers l'être et non plus vers le paraître qui s'est développé. Je suis d'accord avec toutes les excès, puis comment dire, les illuminés qu'il peut y avoir. Hein. Il y a pu y avoir tout ça, mais il y avait le besoin de coopérer, de vivre dans des communautés, mais c'était le besoin de partager, le besoin de vivre d'une nouvelle manière. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut vivre, bien sûr, mais ça veut dire que les énergies qui ont été générées à ce moment-là sont liées à la conjonction Pluton-Uranus, de mon point de vue, parce qu'il y a toute une autre partie qui est liée, ça s'est fait dans le signe de la Vierge, qui est liée à ça, et on dit aussi que cette conjonction est la conjonction de l'électronique.
de tout ce qui est les ordinateurs, donc ça s'est commencé à se développer à ce moment-là. Madame Ollet disait aussi, quand elle nous en parlait, que c'était un temps où il fallait apprendre à enseigner d'une autre manière, à apprendre à faire des enfants, des enfants qui sont reliés à leur être, à leur âme, et pas simplement les programmer pour ce que nous avons dit, des agents économiques, en étant caricatural toujours. Donc ça, c'est ce qui s'est passé durant cette période-là. Le carré où nous sommes maintenant nous demande, est-ce que ces valeurs de fraternité, ces valeurs d'humanité, d'amour, de spiritualité, est-ce qu'elles sont intégrées maintenant dans la société ou pas? D'où le carré, c'est le test. Le test, c'est de nous dire, est-ce que on va prendre plus conscience des gens qui sont différents de nous? Par exemple, des Romanichels. Enfin, encore c'est un mot, par exemple, enfin, je ne prends pas d'exemple, mais vous le savez. Est-ce que on va vers plus de fraternité, plus de coopération? Oui, la société civile, comme on dit, il se passe des choses. Hein, si vous regardez ce que fait Pierre Rabhi, si vous regardez les créatifs culturels, si vous regardez plein de choses comme ça qui se font dans ce qu'on appelle donc la société civile, les villes en transition, hein, ça vient d'Angleterre, tout ce qui s'est passé à la communauté de Findorn, qui s'est développé au fil du temps. Oui, au niveau de la société civile, il y a de plus en plus de gens qui sont dans un mouvement. Ce qui va se passer à Toulouse, là, dont on parlait tout à l'heure, peut aller dans ce sens-là. Il y a plein de choses qui se mettent en place. D'accord, on n'est encore qu'une petite frange, comme les premiers chrétiens, hein, au début de l'ère chrétienne, mais enfin, la foi est là pour que quelque chose de nouveau se manifeste sur ces différents plans. Donc ça, c'est important. Donc, nous sommes dans un état de crise, le carré. Est-ce que la réponse qui est donnée par, puisque le but c'est les élections, de ce que je suis en train de dire, est-ce que la réponse qui est donnée par les différents protagonistes va dans le sens de cette spiritualité dont on parlait, et la chose la plus importante aussi qui a été dite dans cette période-là, c'est ce que disait Gandhi, ce que disait Krishnamurti, que si on veut transformer le monde, il faut commencer par se transformer soi-même. Ça, c'est aussi une... Est-ce que tous ces gens vont dans ce sens-là? Alors, il y en a qui disent « je voterai bien pour Blanc, mais Blanc ne se présente pas ». Mais bon, parce que on ne tient pas compte des bulletins blancs. Mais je pense qu'on sait pour qui on va voter, néanmoins. Ceux qui se rapprochent le plus ou ceux qui sont le plus proches de ça. Ce qui est demandé, c'est vraiment de transformer le système économique et social dans lequel nous sommes. Parce que ce système économique et social engendre la misère, engendre les difficultés que nous connaissons les uns et les autres, que tout le monde connaît.